Alors nous voici dans la deuxième vidéo concernant le chapitre 1, donc gestion des risques lors de grands événements sportifs et violences dans les stades. Je vous avais laissé la dernière fois sur votre avis sur les recherches qui ont pu être menées d'un point de vue sociologique à propos de ce thème. Quels angles d'attaque peuvent être choisis lorsqu'il s'agit de comprendre comment on gère le risque lors d'événements sportifs et puis comment on gère les violences dans les stades et à quoi on peut s'intéresser. Vous le verrez tout au long de ce cours, il y a deux grandes questions qui se posent lorsque on s'intéresse aux faits sociaux. Il y a le comment et le pourquoi. Et à propos des hooligans et des supporters ultras, on va se poser cette question. Ces deux questions. Et notamment le pourquoi. Le pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'on essaye de comprendre pourquoi les gens fonctionnent comme ça, pourquoi les gens ont tel type de pratique ou commettent tels actes. Et donc du point de vue des violences dans les stades, eh bien, il y a eu un grand nombre de recherches sociologiques et puis aussi criminologiques, etc., qui ont été faites sur ce qu'on pourrait appeler le profil type du hooligan, et donc sur les raisons qui pouvaient l'amener à passer à l'acte. Et donc là, on va voir des travaux de sociologues européens, plutôt des Belges et des Français. Donc par exemple, les travaux de Chris Van Limburgen, qui sont allés faire des observations dans les stades, qui ont eu accès aux notes des renseignements généraux qui surveillaient des groupes considérés comme hooligans, et puis qui ont épluché les comptes rendus des arrestations et les statistiques policières, et puis qui ont aussi pu avoir accès aux dossiers judiciaires des membres des noyaux durs, des virages en France et puis des sides belges, qui sont les équivalents. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce que c'est ça en fait? Les observations, les accès à des sources externes, notamment policières, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle le terrain en sociologie, c'est le recueil de données qui va leur permettre d'étayer leurs réponses. Et ces analyses, donc notamment Chris Van Limburgen, mais pas seulement, ces analyses font à chaque fois apparaître statistiquement par rapport à ces personnes donc, qui commettent des violences dans les stades, des problèmes dans leur structure familiale et sociale. Alors globalement, ce sont des jeunes à propos de qui on parle. Donc des problèmes dans la structure familiale et sociale, notamment par exemple, ce travail montre qu'environ 40% de ces jeunes ont connu une scolarité courte. 16% seulement de ceux qui sont en âge scolaire se rendent régulièrement en cours. Donc moins de 2 sur 10 vont régulièrement en cours alors qu'ils ont l'âge pour. Et puis aussi, ils sont très très souvent en situation sociale, matérielle précaire. En fait, si on regroupe tous les caractéristiques, tous les caractères que l'on vient de mettre en avant, et d'autres encore qui sont mis en avant par ces chercheurs, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, c'est une position de ce que ces chercheurs appellent une vulnérabilité sociale. C'est-à-dire pas seulement leur origine sociale, mais aussi leur présent et leur futur. À partir donc des recherches sur le terrain qu'ils ont fait, ils ont pu relever un certain nombre de régularités, de caractéristiques qui sont toutes présentes chez les individus que ces sociologues ont pu étudier. Ainsi, la plupart des hooligans sont généralement, donc je vous rappelle, à la suite des observations qu'ils ont faites, mais aussi des notes DRG et aussi des casiers judiciaires. Alors, donc c'est peut-être biaisé par le fait que des types d'arrestations qui sont faites, mais voilà, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt des hommes d'origine sociale peu favorisée, qui souffrent la plupart du temps de formes d'exclusion socio-économique diverses.
des handicaps qu'on va appeler économiques, qui sont au chômage, ou dans des boulots très précaires, des handicaps sociaux, ils sont en rupture scolaire, ils sont dans des positions d'instabilité familiale. Et puis, ils sont généralement sans perspective d'avenir ou avec des perspectives d'avenir pauvres. Donc c'est ça que signifie cette idée de vulnérabilité sociale. Non seulement leur origine sociale est relativement peu favorisée, mais leur présent et leur futur semblent peu réjouissants. Et les chercheurs vont avoir tendance à dire, on a vu le profil, et maintenant pourquoi ils commettent ça? Eh bien parce qu'on a l'impression qu'ils vont vouloir compenser cette fragilité, cette vulnérabilité, par des comportements qui vont leur procurer un statut, qui vont leur procurer une identification et de l'excitation. Un statut, une identification à un groupe, à une image, même si elle est négative dans la société, puis de l'excitation à commettre ces actes répréhensibles et violents. Donc, statut, identification et excitation, des choses qui en fait, qu'ils ne vont pas retrouver dans leur vie quotidienne. Et on va aborder le travail d'un chercheur qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui a creusé la piste de la vulnérabilité sociale, en essayant d'expliquer pourquoi cette vulnérabilité sociale a mené particulièrement à la violence dans le sport. Et lui, il a continué davantage dans la ligne théorique de la culture individualiste. On aborde ça très rapidement dans le chapitre 2. Donc Alain Ehrenberg creuse la piste de la vulnérabilité sociale. Il essaye d'expliquer pourquoi, en fait, cette vulnérabilité sociale, elle amène particulièrement à la violence dans le sport. Pour lui, les ultras qui passent à l'acte et les hooligans sont inscrits dans un processus de revendication qu'il a appelé la rage de paraître. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ehrenberg, il nous dit que dans une société dans laquelle ils sont rejetés, eh bien, la violence de ces individus, c'est une occasion d'affirmer leur identité et de devenir unique. En effet, Ehrenberg nous dit que le sport véhicule dans l'imaginaire populaire, l'imaginaire des gens, le fait que chacun a la chance de pouvoir accéder au haut niveau. S'il fait les efforts, s'il a les capacités, s'il a les dons pour ça, et ce, même s'il est issu d'un milieu très pauvre. C'est pour cela, selon lui, qu'on aime le sport moderne, parce qu'il correspond à nos valeurs idéales de société démocratique, qui correspondent normalement aux valeurs véhiculées par la société. Or, ces jeunes, dans le reste de leur vie, ils sont confrontés à un monde qui est en fait profondément inégalitaire, où en fait, la plupart du temps, ils n'ont aucune perspective réjouissante d'avenir. Alors, face à ce phénomène doublement démocratique, le sport et la société, ils se rendent finalement compte de leur destin à eux, profondément inégalitaire. Ehrenberg nous dit quoi? Il nous dit qu'ils sont pris dans des tensions psychiques. Et donc, ils sont pris à ce moment-là du désir d'être enfin visibles, de devenir eux aussi acteurs du spectacle sportif à travers les médias. Et non plus passifs, parce que le reste du temps, ils sont passifs, ils sont invisibles, et ils le savent, et ils en souffrent. Donc là, ils associent existence sociale et visibilité sociale. Ils confondent même les deux. Et donc, ils essayent d'attirer les médias pour exister.
Parce qu'elle durait, à peu près la même analyse finalement lorsqu'il nous dit, donc un autre sociologue: «En bref, le pur spectateur veut voir du beau football, le supporter veut voir gagner son équipe et le hooligan veut qu'on le voie». Mais, attention, si la majeure partie des hooligans semblent bien être dans cette situation de vulnérabilité sociale, même encore actuellement, même si on a des là je vous cite des recherches qui datent un peu, mais c'est toujours le cas finalement. Il ne faut pas croire ou dire que toutes les personnes en situation de précarité sociale qui vont à des matchs de football vont devenir, nécessairement, automatiquement des hooligans ou des délinquants. Donc il n'y a pas de déterminisme. Et par ailleurs, les travaux plus actuels montrent aussi une diversification des profils avec le temps. Alors, cette explication qui va s'appuyer sur les positions sociales des individus, arrêtés ou fichés par la police pour, actes hooligans et les grandes régularités qui sont relevées statistiquement pour essayer d'expliquer pourquoi un individu peut devenir hooligan, ça n'est qu'une façon parmi d'autres avancées. C'est un point de vue sur le hooliganisme, un point de vue, scientifique qui est étayé, grâce à des observations, des entretiens avec les acteurs impliqués autour du hooliganisme et cetera. Mais on peut, et on va s'intéresser à d'autres facettes de ce phénomène et notamment on va, s'intéresser à, non plus au pourquoi, mais au comment. Comment, notamment on peut essayer de comprendre ça, on n'est pas obligé, de s'intéresser à ça. Mais certains chercheurs ont essayé de comprendre comment des individus, même parfois aux comportements au départ jugés normaux dans et par la société, en arrivent à commettre, des actes, violents. Ou en tout cas, par exemple, en arrivent à devenir un supporter ultra. Et c'est l'objet, du prochain, la prochaine partie.